Bonjour, bonjour et bienvenue à cette webconférence qui est donc dédiée sur la santé, comment en fait le numérique transforme notre parcours de santé. Alors je vois qu'on a déjà pas mal de participants. Alors bonjour Martine, Bernadette, Annie, Monique, Lise, Véronique, Claudine et Nicole. Bonjour à vous toutes. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Annie. J'espère que alors c'est toujours à peu près les mêmes questions à chaque fois, hein. Donc oui, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que chez vous, il fait beau. Pour ma part, il y a du soleil, même si je pense qu'il y a beaucoup de vent comme depuis ce week-end. On va encore attendre quelques petites, secondes, minutes, le temps que tout le monde, arrive tranquillement et après on pourra commencer. Hop. Alors, soleil, c'est bleu, sur le compressime aussi et all. Super. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Claudine. Allez, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, de ce que je vois, vous savez déjà très bien utiliser le chat qui va nous permettre de communiquer tout le long de la webconférence. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser, à poser vos questions, à interagir avec moi et ainsi qu'avec les autres participants. À la fin de cette webconférence, évidemment, vous allez avoir les sondages pour savoir si ça s'est bien passé, si le thème a été intéressant ou autre. Et évidemment également, à la fin de cette webconférence, vous allez recevoir du coup un mail avec le lien du replay et également le lien pour le Padlet où vous allez avoir des informations supplémentaires sur le thème de la webconférence. Alors, du coup, on va pouvoir commencer un peu les choses sérieuses. Donc, pour bien commencer, on va voir quelques petits éléments de base, hein. L'objectif, c'est de pouvoir savoir de quoi on parle et d'utiliser les termes à peu près adéquats. On va parler de la télésanté. Donc, selon la Commission européenne, la télésanté recouvre les différents instruments qui s'appuient sur les technologies de l'information et de la communication pour pouvoir faciliter et améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et même le suivi médical, ainsi que la gestion de la santé et du mode de vie. Alors du coup, on dit les technologies de l'information et de la communication, on appelle ça aussi des TIC. Et dans ça, on va avoir du coup la e-santé qui, elle, désigne l'ensemble des technologies et services utilisés pour les soins médicaux spécifiquement. Et après, dans la e-santé, on va avoir du coup la télémédecine, la télémédecine inclut, elle, du coup, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance, etc. Et après, à côté, on a la santé mobile qui, elle, intègre des services de suivi et de prévention, vraiment dans un objectif de bien-être avec, on a les objets connectés comme les montres, les applications mobiles auto-mesure, les plateformes web, etc. etc. Du coup, après, à notre niveau, hein, on va voir, du coup, on va parler des termes de télésanté de façon généraliste. Par exemple, la carte vitale est un outil de télésanté. Et on va parler de e-santé quand là, on parle de soins dont on a bénéficié. Par exemple, la téléconsultation est un outil de e-santé qui est une branche de la télésanté. Un peu tous ces mots un peu compliqués au début. Mais après, une fois ces bases jetées, on va voir comment se déroule un parcours de soins pour nous. Alors, eh bien, quand on pense à un parcours de santé, on pense à un parcours de santé classique, donc c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous directement chez le médecin ou par téléphone, donc on se déplace au cabinet médical, on récupère son ordonnance, on va à la pharmacie ou bien on passe prendre rendez-vous au laboratoire d'analyse, on va donner notre ordonnance, on récupère nos médicaments, on va au laboratoire, faire nos analyses, puis on y retourne pour récupérer nos résultats, etc. L'arrivée du coup du numérique a commencé à transformer petit à petit notre système de santé et à réinventer la médecine de demain.
Donc le contexte aussi sanitaire que nous avons connu est encore, venu accélérer les choses, hein. Un peu le choc numérique lors du premier confinement nous a tous obligés, praticiens comme patients, à adopter après d'autres, modes d'accès à la médecine, comme par exemple, la téléconsultation. Alors, est-ce que vous avez déjà eu recours à une consultation médicale avec votre médecin par ordinateur? Est-ce que pour vous ça a été facile? Est-ce que vous trouvez ça bien? Comment ça se passe pour vous, tout ça? Alors je vois qu'on a des petits problèmes avec, Bernadette, mais que ma collègue, essaye de régler ça au mieux. Alors, eu recours au début de la covid, oui, mais pas aimé du tout. Ah mince, et pourquoi ça? Ça s'est mal passé? Alors moi, une fois, oui, j'ai déjà eu, fait de la téléconsultation une fois parce que je pouvais pas me déplacer, mais ça m'a beaucoup aidée. Contacts différents, OK. Pas de téléconsultation pour Véronique. Après oui, ça dépend à chaque fois, 1re expérience, oui. Pas du tout. D'accord. Alors, du coup, on va parler de chiffres. Les chiffres, c'est génial. Les derniers chiffres publiés en janvier 2021 par, l'ANS, du coup, c'est l'Agence du numérique en santé, montrent que la question de l'introduction du numérique dans, les parcours de santé est en nette progression. Ça après, ça dépend, enfin tout le monde, mais les Français connaissent de mieux en mieux la télémédecine et là, c'est quand même 78 des Français déclarent savoir ce qu'est la télémédecine et sont de plus en plus nombreux à se souhaiter y avoir recours et à juger qu'elle est utile pour la santé, en France. Mais quand même, seuls 48 d'entre eux souhaitent y avoir recours et c'est donc qu'il existe encore des freins qui nous empêchent, d'y recourir. Un autre chiffre que j'avais pu voir, c'est que comparé à d'autres pays, seuls 20% des Français utilisent vraiment la télémédecine contre, par exemple, 55% en Espagne. Là aussi, ça diffère aussi des pays. Alors du coup, en effet, il y a 41% des Français craignent d'utiliser ces outils. Le sujet reste donc difficile et parfois même très anxiogène pour certaines personnes car il soulève beaucoup de questions. La première, c'est la relation, patient-soignant. D'une façon générale, les Français ne sont pas forcément majoritairement prêts à abandonner la relation directe et physique avec leur médecin, hein, même si, en l'absence de leur médecin traitant, 57 affirment préférer choisir un autre praticien pour une consultation dans son cabinet plutôt qu'une, téléconsultation. Donc vraiment ce lien direct avec le médecin, c'est très important et d'ailleurs, 1 Français sur 2 considère que le frein majeur qui les empêche donc de franchir le pas vers la téléconsultation reste l'impossibilité, de se faire ausculter par le médecin. Donc en fait, le besoin d'avoir un contact direct avec le praticien et la peur que ça, déshumanise, hein, carrément la relation avec le praticien reste encore des éléments très présents dans nos mentalités. Après la deuxième question, c'est lié à la qualité du soin. La crainte d'être moins bien, ou mal pris en charge fait que quand même 71 des Français déclarent avoir peur que la télémédecine soit un facteur aggravant d'erreurs médicales. Du coup, la télémédecine reste envisagée par les Français, mais plus pour renouveler une ordonnance, pour demander un avis médical ou même pour un problème de santé qui nous semble peu grave. Et la troisième question, et non des moindres, est celle de l'usage et de la protection, de nos données personnelles, et notamment les données de santé. Et donc 71 des Français déclarent craindre que le recours à la télémédecine crée des risques de piratage, de données de santé. Alors après, il faut bien aussi garder à l'esprit qu'en France, on dispose d'un cadre juridique autour, de la protection des données personnelles qui vise donc à rendre, à tout citoyen le contrôle de ces données personnelles et renforce la, responsabilité des organismes qui les gèrent en leur demandant d'assurer une protection optimale. Au niveau européen, il existe le RGPD
qui est le règlement général sur la protection des données. Et en France, nous avons la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dernièrement, on avait vu avec l'application Stop Covid, par exemple, ou bien avec la base de données de santé nommée plateforme de données de santé, dont le but est d'améliorer la recherche. Et en fait, on voit qu'il reste encore des réticences face au traitement numérique de nos données de santé. Et cela, du coup, soulève encore des questions légitimes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? Où est-ce qu'on va être stocké, etc. Après, c'est un peu à chacun de faire sa propre opinion. Et après, il reste concrètement au quotidien, lorsque nous allons consulter notre médecin traitant, la feuille de soins est électronique et qui est directement transmise du coup à notre organisme de sécurité sociale de façon numérique, et ce depuis plusieurs années. Et les données qu'échangent les professionnels de santé et les organismes de santé sont soumises au cadre juridique que l'on a évoqué juste avant et qui veille à ce que le secret médical soit bien respecté. On a après parallèlement l'accélération rapide, presque brutale lors du confinement de la pratique de la téléconsultation a fait que plusieurs professionnels de santé se sont rabattus sur d'autres moyens de communication numérique, par exemple WhatsApp, ou peut-être vous connaissez le nom, qui est une messagerie instantanée et qui peuvent soulever des questions en termes de respect et de protection des données. Et la quatrième question, qui est un peu d'ordre technique, c'est le risque de problèmes techniques. Par exemple, l'image pas nette, le son pas clair, on voit pas, on voit mal. Puis la question de l'accès et de la maîtrise de l'outil numérique en lui-même pour les patients. Si on prend l'exemple de la vaccination du Covid, on a beaucoup encouragé la prise de rendez-vous en ligne via les plateformes dédiées, sans pour autant prendre en compte les difficultés des personnes face à l'outil numérique, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à utiliser un smartphone, une tablette ou même un ordinateur, et qui pour eux est très compliqué de se mettre là-dessus. Après, malgré du coup, ces réticences, la télésanté est en marche et vraiment, après, les enjeux sont de taille. Du coup, le programme qui était Ma Santé 2022 du ministère des Solidarités et de la Santé, qui a visé à ce que d'ici du coup le 1er janvier 2022, qui est dépassé, que chaque Français bénéficie d'un compte personnel unique donnant accès à un portail personnalisé de services qui a pour vocation à s'enrichir, donc dossier médical partagé, qui est comme un peu un carnet médical mais numérique. Donc, je vais pouvoir vous le présenter après, avec des applications également de santé référencées, des messageries sécurisées pour dialoguer avec un professionnel de santé, etc. La feuille de route un peu du projet vise à ce que déjà les patients deviennent davantage acteurs de leur suivi médical. Donc, ça veut dire que les outils numériques nous permettent à tous de mieux nous impliquer dans notre parcours de santé et de mieux communiquer avec les équipes soignantes, et à ce que les professionnels de santé gagnent en efficacité et en sécurité dans la prise en charge de leurs patients, mieux coordonner les soins, améliorer le suivi à distance. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé, de lutter contre ce qu'on appelle les déserts médicaux, en soutenant par exemple de nouvelles formes de pratiques médicales, la téléconsultation, sachant que d'autres mesures se préparent, par exemple plus de médecins, de nouveaux métiers liés à la santé, et également à entamer une réforme financière. Éviter donc la multiplication des actes médicaux et favoriser la prévention. Et du coup, en fait, nous sommes donc, on est amené, vu que ça s'est passé et que c'est en route, à voir notre parcours médical évoluer et encore plus se numériser. Et après, on va voir ensemble quelques outils existants qui ont vocation à se développer de plus en plus. Alors, la première transformation numérique dans notre parcours de santé que nous avons constaté depuis quelques années déjà maintenant, c'est la création de l'espace personnel sur le site de l'assurance maladie, qu'on appelle le compte Amélie. Et donc votre compte Amélie, c'est ce qui vous permet d'accéder à tout un tas de services pour lesquels on était obligé avant de devoir se déplacer à la caisse d'assurance maladie vers chez nous. On a accès direct à nos relevés de remboursement, au téléchargement d'une attestation de droit, à une demande de carte vitale ou encore une demande de carte européenne. De la même façon, chaque mutuelle a maintenant son site web
voir son application pour téléphone mobile, pour smartphone. Et selon les mutuelles, on a accès à plus ou moins de fonctionnalités. Ça dépend. On peut avoir plus de fonctionnalités sur le site plutôt que sur l'application. Et du coup, parmi vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mon Espace Santé? Et si oui, est-ce que vous l'avez activé ou non? Et pourquoi, si vous ne l'avez pas activé? Bernadette qui nous dit oui, espace activé. Annie, oui, entendu mais pas fait, crainte de fuite des données. Claudine qui nous dit pas réussi. D'accord. Pas réussi pourquoi? Vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout? C'était un peu compliqué? Vous n'avez pas réussi à comprendre tout ce qu'il demandait? Nicole, oui, pas activé, qu'on a envie d'être nomade. Véronique, oui, le nouveau espace santé non activé. Lise, oui, j'en ai une, mais je ne sais pas comment l'activer. D'accord. Normalement, alors je sais pas si ça a été fait pour tout le monde. Moi, je l'ai eu, mais ils nous ont envoyé tous, normalement à tous, un mail pour savoir si on voulait activer notre espace de santé. Après, on avait normalement juste à cliquer sur un bouton activer, et après, on devait suivre un peu les étapes, essayer de comprendre pourquoi il fallait faire ci, pourquoi faire ça. On était un peu lâche là-dedans, sans forcément comprendre. Donc, ça pouvait être un peu compliqué, en effet. Donc, mon espace santé, pour celles ou ceux qui ne voient pas ce que c'est un peu à vocation de réduire au maximum les échanges papier et non sécurisés entre professionnels de santé et avec les patients. Et il a également vocation à nous permettre d'être acteurs de notre santé en mettant à notre disposition des fonctionnalités de prévention spécifiquement adaptées à notre état de santé. Alors, il faut faire un peu attention, enfin tout le monde, chaque assuré a un espace santé déjà créé et utilisé, donc c'est pour ça que je dis activer ou au lieu de créer un compte. Donc il est déjà créé et utilisé par les professionnels de santé. Il s'alimente automatiquement et ce que l'on peut faire à notre niveau, c'est ou soit l'activer ou soit le refuser de l'activer, donc c'est-à-dire choisir ou non de l'utiliser. Mais dans tous les cas, il existe et sera utilisé par les professionnels de santé. Ça, il faut le savoir. Du coup, mon espace de santé, c'est un espace qui nous est personnel, comme les espaces que l'on peut avoir sur les sites des impôts ou d'autres administrations. C'est donc un espace personnel qui enregistre l'ensemble des actions médicales, comme nous le faisions avant avec notre carnet de santé papier. Mon espace santé conserve automatiquement et sécurise vos informations de santé. Les médicaments pris sur ordonnance, les antécédents médicaux, les allergies. On y enregistre également les tests sanguins ou les résultats d'examen. On y enregistre les interventions chirurgicales, etc. Sans risque de perte. Vous pouvez retrouver en un seul endroit tout votre historique de santé et il facilite aussi le partage de votre dossier médical avec les professionnels de santé qui en ont besoin pour vous soigner. Donc, mon espace santé est le nouveau service sécurisé, donc j'ai bien sécurisé, qui permettra à chacun d'être acteur de sa santé au quotidien et donnera accès au DMP, donc c'est le dossier médical partagé, ainsi qu'à une messagerie sécurisée, à un agenda de santé et à un catalogue de services numériques de santé référencés par l'État et des applications pour prendre soin de notre santé et de notre bien-être. Tous les usagers qui disposaient déjà d'un DMP, donc dossier médical partagé, avant le 1er juillet 2021, normalement, ont retrouvé automatiquement leurs données et l'activation de mon espace santé. Alors, autre outil que tout le monde connaît bien, c'est Doctolib. Est-ce que normalement, tout le monde voit à peu près ce que c'est? Pendant du coup le confinement, on a dû passer par Doctolib pour prendre rendez-vous pour la vaccination. Comment ça se passe, vous, pour l'utilisation de Doctolib?
Est-ce que vous aimez beaucoup? Alors, vous préférez toujours passer par téléphone? Est-ce que ça vous énerve? Comment ça passe? Bernadette qui nous dit oui, je l'utilise parfois. Après, de toute manière, hein, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est Doctolib, etc. Et après, je vais vous montrer comment prendre un rendez-vous, comment chercher un praticien et tout ça. Véronique qui nous dit jamais utilisé, je préfère par téléphone. Nicole, oui, j'utilise toujours. Claudine qui nous dit très bien. Lise qui nous dit je l'ai utilisé qu'une fois. D'accord. Alors, donc Doctolib, c'est un peu comme un couteau suisse. Ça a été développé par une entreprise franco-allemande et c'est une plateforme qui propose un service de prise de rendez-vous en ligne auprès de plusieurs professionnels de santé. Il propose donc depuis 2019 un service de téléconsultation et depuis peu, il donne la possibilité aux médecins de générer une ordonnance médicale en ligne. Donc vous pouvez accéder à Doctolib depuis votre ordinateur en allant sur le site internet ou même en installant l'application si vous utilisez un smartphone ou même une tablette. Une fois qu'après vous avez créé votre compte, Doctolib fera office de secrétaire. C'est un peu votre secrétaire personnalisé. Vous pouvez rechercher votre médecin ou tout autre professionnel de santé par nom ou même par secteur, consulter les rendez-vous disponibles, puis réserver en 2-3 clics un rendez-vous. Donc toutes les informations pratiques concernant le professionnel de santé sont affichées. Il y a même les actes qui pratiquent, les tarifs, les paiements, les horaires. Et après, vous n'avez pas forcément besoin de noter vos rendez-vous. Doctolib, du coup, vous sert également d'agenda et vous y trouverez la liste des rendez-vous à venir et même les rendez-vous passés. Quand un rendez-vous arrive, il y aura une notification qui va vous être envoyée pour y penser. Et après, on a une rubrique Mes documents. Et là, en fait, votre praticien peut vous partager des ordonnances, des résultats médicaux ou un compte-rendu médical. Vous avez après aussi la possibilité d'envoyer des documents avant votre consultation à votre praticien. Mais après, seuls les praticiens à qui vous avez autorisé l'accès peuvent accéder à ces documents. Évidemment, si vous souhaitez consulter un praticien, mais que vous ne pouvez pas vous déplacer, comme ça a été le cas lors du confinement, vous pouvez réserver du coup une consultation sur Doctolib. Sur le profil du praticien, vous allez voir si il propose des consultations en vidéo. Vous pouvez, dans ce cas, sélectionner en vidéo. Et le jour du rendez-vous, vous allez normalement recevoir un mail avec un lien ou même sur votre espace Doctolib qui vous permettra d'accéder à la visio-consultation. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop. On va mettre ça comme ça. Et comme ça, on va pouvoir voir le bouton partager l'écran. On prend celui-ci. Et voilà. Alors là, du coup, j'espère que tout le monde voit bien. On est sur la page d'accueil de Doctolib. Ici, au milieu, on a comme une espèce de petite barre de recherche. Ici, on va devoir mettre le nom, la spécialité, l'établissement et évidemment où on veut prendre notre rendez-vous. Par exemple, on va mettre, je n'ai pas de nom de médecin, mais je sais que je veux avoir un médecin généraliste, donc je mets médecin. Et vous avez vu que j'ai même pas forcément besoin d'écrire généraliste, que juste là, il nous propose déjà des suggestions. Donc hop, je vais cliquer sur médecin généraliste. Il est où? Eh ben, je vais mettre là où je suis, donc à Nîmes. Je mets Nîmes et là également, il me propose Nîmes. Et puis je vais cliquer sur rechercher. Donc là, lui, il recherche tous les médecins qui sont inscrits sur Doctolib, parce que c'est les médecins qui s'inscrivent sur Doctolib. Ils ne sont pas automatiquement mis dessus. Donc il se peut que votre médecin ne soit pas sur Doctolib. Et là, du coup, on a environ 507 résultats. Et ça se présente comme ça. Donc là, on a notre premier résultat, qui est le docteur Xavier Marcellan. On peut voir que c'est un médecin généraliste. On a le lieu où il exerce. Et après, on a son agenda. Ça nous dit que le prochain rendez-vous, c'est le 25 mai. Faut pas être trop malade. Et si on descend, on a encore d'autres personnes. Là, par exemple, le docteur Romain
Bergonier, lui, ça va, il est pas trop pris. Donc, on a directement des horaires qui nous est proposé. Alors, on va cliquer sur son nom. En cliquant dessus, on va être directement mis sur sa page personnelle, où on va voir peut-être une photo de lui avec le nom de la personne. Et là, on va avoir différentes informations qui peuvent nous être utiles. On a les tarifs et les remboursements. On a les moyens de paiement, voir comment s'y rendre. Et après, on a une petite présentation de ce qu'il fait, et même sa formation, ses langues parlées, etc., etc., ses horaires et contacts. Et si par exemple, ce monsieur m'intéresse, je vais cliquer sur prendre rendez-vous. Là, du coup, après Doctolib, il va pouvoir me poser peut-être des questions. Par exemple, normalement, il va me demander si j'ai déjà consulté ce docteur. Donc je vais dire non. Parce que, alors il nous demande ça parce que certains médecins ne prend plus de nouveaux patients via Doctolib. C'est pour ça. Et là, vous avez vu directement, il nous propose deux modes de consultation, au cabinet et en vidéo. Alors on va choisir en vidéo et on va voir ce qu'il nous propose. Alors là, on a les différentes dates où il est disponible. Et on a les horaires. Si par exemple, mercredi 19 avril, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je vais cliquer sur cette petite flèche pour masquer, et je vais choisir le mardi 25 avril. Je vais recliquer sur cette petite flèche qui est ici pour afficher, et là, je vais voir les différents horaires. Si aucune de ces horaires-là m'intéresse, je vais cliquer sur voir plus, et là, je vais en avoir beaucoup plus. Et vous avez vu qu'à côté des horaires, on a une espèce de petite caméra. Et cette caméra-là, ça signifie que ce sera en visio. Donc en téléconsultation. Donc je prends par exemple Bedizer, ça me semble parfait. Et là, en fait, du coup, Doctolib nous demande d'accepter certains thèmes. Par exemple, ça nous redit un peu. Donc, ça sera un motif de consultation vidéo, un nouveau patient. Je confirme avoir vérifié certaines choses, etc. Du coup, j'accepte. Et à chaque fois, en fait, il va nous demander d'accepter différentes choses pour savoir si on a bien lu, si on a bien compris ce qui se passe. Donc, à chaque fois, j'accepte. Évidemment, bon, là, on ne prend pas forcément le temps de lire, hein, mais le mieux, c'est de prendre le temps de lire. Là, on arrive à j'ai lu et j'accepte les consignes. Et après, vous allez avoir accès à la page pour vraiment prendre rendez-vous avec ce docteur. Évidemment, moi, là, je suis pas connectée, mais si, par exemple, vous arrivez à ici, si vous êtes un nouveau patient sur Doctolib, vous allez cliquer sur s'inscrire et vous allez devoir renseigner quelques informations, dont votre téléphone portable, votre adresse email. Vous allez devoir reconfirmer votre adresse email pour savoir si vous n'avez pas fait d'erreur, votre date de naissance, et il faudra choisir un mot de passe. Un mot de passe sécurisé, que vous allez devoir mémoriser, évidemment, sinon ça va être un peu compliqué pour revenir. Et après, il faudra accepter les conditions d'utilisation. Si jamais vous avez déjà un compte, il faudra cliquer sur se connecter. Et de là, vous allez devoir mettre ou soit votre adresse email, qui est rattachée du coup au compte Doctolib, soit votre numéro de téléphone et le mot de passe. Et après, en ayant cliqué sur se connecter, ça va vous allez être redirigé vers la vérification pour savoir si tout est OK pour vous, si c'est toujours bien pour vous, que ce soit le mardi 25 avril à 10h avec tel praticien, etc., etc. Et du coup, dès que vous avez fini de prendre rendez-vous avec le docteur, vous allez recevoir un email vous disant que la prise de rendez-vous a bien été confirmée. Voilà un peu comment ça se passe. Hop, j'arrête le partage et je reviens vers vous. Voilà. Hop, alors. Ah, j'ai un écran noir, nous dit Véronique, rien n'est affiché. J'entends mais ne vois rien de la démarche. Ah mince. Alors normalement, si je me trompe pas, hein, sur le Padlet, je crois qu'il y a un petit tuto ou une petite vidéo qui qui vous montre comment faire pour prendre des rendez-vous en ligne, hein. Donc n'hésitez pas à aller sur le Padlet. Mais du coup, bon, j'espère que quand même, sans avoir eu de visuel, vous avez pu réussir à voir à peu près. Là, vous voyez, c'est super.
Voilà pour ça. Donc on a la téléconsultation et pour celles qui ont vu, ils nous proposent ou soit la consultation au cabinet, soit, en vidéo. Du coup, si par exemple, en parlant de téléconsultation, du coup cela nécessite d'avoir un PC, une tablette ou même un smartphone pour faire une consultation en vidéo. Plus exactement, on appelle ça donc une visio. Et si vous devez avoir recours à une téléconsultation, mais que vous ne disposez pas de matériel pour le faire, ou que vous avez besoin d'une assistance technique ou de l'assistance d'un professionnel de santé, ou encore d'un lieu intime, sachez que la téléconsultation reste possible et la téléconsultation peut aussi s'effectuer dans d'autres lieux de santé dédiés, tels que par exemple les pharmacies. Le pharmacien devient donc votre accompagnant. Il va assurer le lien entre vous et le praticien en mettant à votre disposition le matériel nécessaire à la réalisation d'une téléconsultation, ainsi qu'un espace dédié comme un cabinet médical. Le pharmacien disposera aussi d'objets connectés ou pas, qui sont souvent nécessaires lors d'une consultation, tensiomètre, thermomètre ou encore stéthoscope. Ouh, compliqué. Annie, je dois vous quitter et continuerai en replay. Oh, mais pas de problème, passez une très belle journée et peut-être à bientôt, Annie. Du coup, de plus, cette téléconsultation présente vraiment l'avantage de faciliter le retrait ou l'achat de médicaments, parce que du coup, l'ordonnance est directement télétransmise par le médecin au pharmacien à l'issue de la téléconsultation. Vous pouvez vous rapprocher des pharmacies vers chez vous pour savoir si elles proposent ce service. C'est un peu en cours de développement, mais dans certains centres médicaux ou cabinets médicaux partagés, il y a ces outils mis à disposition. Donc, on se rend au cabinet médical, mais on n'y rencontre pas de médecin, on y fait en fait sa téléconsultation. On est accompagné par une secrétaire médicale ou un professionnel de santé, une infirmière, infirmier par exemple, qui est habilité à prendre les mesures médicales classiques comme la tension, la température, etc. À la suite de l'acte, le professionnel de santé, du coup, élabore une feuille de soins. Si elle est électronique, elle est transmise directement à la caisse d'assurance maladie du patient qui n'a alors aucune démarche à réaliser. Et si elle est au format papier, le professionnel de santé doit l'envoyer par voie postale, qui devra l'adresser également par voie postale à sa caisse d'assurance maladie pour obtenir un remboursement. Après, les modalités de paiement et de remboursement sont les mêmes pour une téléconsultation ou une consultation au cabinet. Par exemple, si vous devez prendre une téléconsultation sur Doctolib, évidemment, par rapport au paiement, vous allez devoir payer avant la téléconsultation. Si jamais la téléconsultation ne se passe pas, vous allez être remboursé. Mais du coup, vous ne pouvez pas payer après, ça se passe avant. Mais comme je le dis, ça peut être remboursé si jamais ça ne se passe pas ou s'annuler, etc. Est-ce que vous connaissez d'autres outils de prise de rendez-vous en ligne, à part Doctolib? Est-ce que je vous ai perdu ou pas? Est-ce qu'on m'entend toujours très bien ou pas, non, ou pas aussi? Alors, Véronique nous dit non, Martine non, Lise non. Ah, tout va bien, super. Donc, à part Doctolib, vous en connaissez pas d'autres? Alors, on va voir ça. Du coup, à l'instar de Doctolib, il existe d'autres plateformes qui proposent les mêmes services, à savoir la prise de rendez-vous, la téléconsultation ainsi que le partage de documents avec votre praticien. Donc, on a Maya, qui est une entreprise française. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors moi, je ne suis jamais allée dessus, mais je sais que par exemple, ma mère a déjà pris rendez-vous sur Maya. Et en fait, son fonctionnement, il est assez identique de celui de Doctolib. Si vous ne trouvez pas votre médecin traitant sur Doctolib, peut-être qu'il est sur Maya. Et du coup, le plus de cette plateforme est qu'elle propose une carte des pharmacies qui proposent le service de téléconsultation dans leurs locaux. On a Care,
Alors, bon, ça s'écrit CARE, mais ça se dit CARE, qui est également une entreprise française qui propose le même fonctionnement que Doctolib ou Maya. Et le plus de CARE, c'est que il affiche tout de suite et par spécialité la liste des médecins disponibles dans la journée, voire dans les minutes qui suivent. Et après, on a Medadome qui propose un service de mise en relation rapide avec un généraliste. Si vous avez besoin rapidement d'un rendez-vous médical, vous pouvez avoir recours à cette plateforme. Évidemment, ce n'est pas un service d'urgence médicale, hein. Pour toute urgence, vraiment, il faut appeler le 15. Ça, voilà. Et après, hein, il en existe vraiment beaucoup d'autres. Aujourd'hui, les plateformes qui permettent de prendre rendez-vous médical en ligne se développent énormément et sont de plus en plus nombreux, à tel point que quand on ne sait plus sur lequel tourner, en cas de doute, c'est vraiment mieux de rester sur un peu les bases, les outils les plus connus, donc Doctolib ou encore Maya. Est-ce que vous connaissez les objets connectés? Et est-ce que vous en utilisez au quotidien ou pas? Est-ce que ça vous parle? Non, non. Est-ce que c'est pour dire que vous en utilisez pas ou parce que vous ne connaissez pas les objets connectés? Moi, il y a eu deux questions, donc Véronique, je ne connais pas. D'accord. Bon, majoritairement, c'est non. Et Monique également ne connaît pas. D'accord. Lise non plus. Alors, la médecine mobile regroupe l'ensemble des services ou objets avec un objectif de suivi, de prévention ou de bien-être. Applications mobiles, objets connectés, plateformes web qui utilisent le réseau Internet pour transmettre les informations ou communiquer entre eux ou avec d'autres outils. Les objets de santé connectés se développent de plus en plus et révolutionnent notre quotidien et notre manière d'aborder notre propre santé. On parle d'objets connectés parce que l'objet va mesurer des données qui vont être transmises à une application mobile ou sur un site web via le réseau Internet. Certains objets connectés ont un usage purement personnel, par exemple évaluer sa forme, progresser dans un sport. D'autres s'intègrent dans une stratégie de prise en charge globale du patient, bien prendre son traitement, contrôler sa tension, sa fréquence cardiaque, même mesurer sa glycémie. Et les objets connectés permettent aussi de dépister et d'alerter. Grâce au suivi que l'objet réalise, on peut être alerté dès que nos données sont en rouge et réagir en contactant son médecin. Et certains même permettent de communiquer ces données directement avec le médecin. Parmi ces objets, on peut citer plusieurs exemples. On va avoir la balance connectée pour suivre sa courbe de poids et se fixer des objectifs. On va avoir le bracelet connecté, grande tendance aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà vu auprès de certains de vos proches ou même en croisant dans la rue avec des espèces de grosses montres toutes noires. Et ces bracelets mesurent le niveau d'activité physique ou même l'exposition au soleil, mais ça peut être aussi notre rythme cardiaque ou même la qualité de notre sommeil. On a aussi des objets plus médicaux. On va avoir par exemple le pilulier intelligent. Il s'agit tout simplement d'une boîte à médicaments qui s'allume et qui envoie un signal d'alerte, sonore ou SMS, si vous oubliez de prendre votre traitement. Et par exemple, on a aussi les tensiomètres connectés ou les lecteurs de glycémie connectés. Plus d'un Français sur deux se dit prêt à utiliser des applications connectées. Mais après, cependant, beaucoup le perçoivent également comme une intrusion dans la vie privée et se questionnent sur la collecte et se méfient quant à l'utilisation de ces données. Ça revient toujours un peu à oui, alors du coup, nos données, elles sont collectées, mais elles sont stockées où? Elles vont être partagées à qui? C'est toujours un peu cette question-là qui pose problème. Françoise qui nous dit avantage d'une balance connectée, mon carnet suffit. Alors oui, le carnet c'est très bien, mais avoir une balance connectée, ça peut peut-être nous donner. Alors moi, c'est vrai que j'en utilise pas, hein, j'utilise même pas de balance tout court, donc ça va être un peu compliqué même pour moi
de donner des avantages là-dessus, mais une balance connectée, ça peut peut-être nous servir à donner des informations complémentaires sur notre poids, pour dire ce qui reste à faire, ou on peut avoir d'autres informations sur, pas forcément que voilà, la masse graisseuse, merci Nicole, et encore sur d'autres informations qui peut être utile pour des personnes qui veulent vraiment atteindre un objectif très précis. Et voilà. Mais c'est vrai que le carnet suffit largement hein, si on veut pas vraiment atteindre un gros objectif ou que juste regarder de temps en temps nous suffit ou que même on n'a pas besoin de tous ces chiffres pour savoir où on en est. Mais ça, voilà, il y a beaucoup de personnes, enfin, ça plaît sûrement à énormément de personnes. Et puis, avoir une balance connectée, on peut directement aussi avoir les chiffres sur notre smartphone. Et ça plaît à certaines personnes. Voilà. Après, la technologie, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. On prend ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ce qui a l'air bien, etc. Après, on a les applications de santé. La révolution numérique a permis aussi l'émergence de plusieurs applications mobiles, certaines gratuites et forcément d'autres payantes, qui visent à nous rendre accessibles certaines informations de santé, qui jusque-là ne l'étaient pas, de donner des conseils pour mieux prendre soin de sa santé ou qui proposent des services liés au secteur de la santé. Alors, je vous ai fait une petite sélection. Alors là, je vais vous donner juste à peu près un peu les noms, vite fait à quoi ils servent, mais sur le Padlet, hein, vous aurez vraiment beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'informations. On a ActiveDo, qui est une application créée par l'assurance maladie, qui a vraiment pour le but de gérer tout ce qui est en rapport avec le dos, pour connaître son dos, la lombalgie. On peut même avoir un coach dans le téléphone pour nous aider à faire des exercices, etc. On peut même avoir un suivi de notre activité et même de la douleur. On a Alerte Pollen ou Ma vie d'allergique, qui là, ce sont 2 applications complètes dédiées aux allergies au pollen. On a Premier Secours de la Croix-Rouge, qui lance du coup un peu une version de son appli qui sauve, application mobile gratuite, qui permet de s'initier ou de rafraîchir ses connaissances sur les gestes des premiers secours. On a My Diaby, qui est une application développée par une entreprise française et qui est certifiée par le ministère des Solidarités et de la Santé, là, qui permet de faire un suivi glycémique. Et on a Mediplan, je ne sais pas, qui est une application qui vous accompagne dans la prise de médicaments. Il existe encore d'autres applications, il en existe plein, comme par exemple on a Yuka, je ne sais pas si ça vous parle, à un moment donné on a entendu parler à la télé, qui est une application tournée bien-être et alimentation qui permet d'obtenir la composition d'un produit en le scannant. Donc prendre une photo, en fait on a notre produit, on a le code barre, on pointe notre téléphone dessus en ayant ouvert Yuka et en fait lui il a une énorme base de données où il a tous les produits. Et il va nous dire si c'est un bon produit ou pas, pourquoi c'est un bon produit, pourquoi c'est pas un bon produit, et ça peut nous aider à savoir quel aliment choisir. Alors évidemment, après, Yuka, c'est très intéressant, mais du coup, ça peut mettre un peu plus de temps à faire ses courses parce qu'on est un peu omnibilé par savoir si c'est un bon produit ou pas. Je pense qu'il faut s'en servir de temps en temps, sinon ça un peu nous part. Enfin, il est un peu trop constant, quoi. C'est bien, mais à petite dose. Et après, on a aussi Open Food Facts, qui est un projet collaboratif. Alors non, ça je crois que c'est de Yuka. Et en fait, non, on a via Optadaily, donc vous voyez, en fait, il y a plein d'applications qui nous permettent de nous aider niveau santé et bien-être. Et du coup, via Optadaily, ça permet d'apporter une réponse aux difficultés du quotidien rencontrées par les personnes atteintes de troubles de la vision. Grâce à la caméra du smartphone et de l'audio-description, l'application peut reconnaître les objets, lire des textes ou encore décrire des scènes. Alors vous, à votre niveau, comment vous faites pour prendre soin de votre santé ?
Est-ce que, alors peut-être oui, vous allez chez le médecin. Est-ce que, vous savez peut-être des applications pour vous aider? Comment ça se passe, pour soin prendre soin de vous et de votre santé? Rendez-vous médicaux réguliers, d'accord. Faire un check-up pour savoir si tout va bien. Est-ce que par exemple, vous avez déjà utilisé des applications ou est-ce que vous avez, navigué sur des sites ou même, par exemple, regardé peut-être des tutos, des vidéos sur YouTube pour, comment prendre soin de vous? Ouf, compliqué. Internet, on pose des questions. Ouais, OK. Alors on va voir par rapport, oui. Médecine chinoise, oui, ça c'est bien. Enfin c'est bien. J'aime bien donc je dis que c'est bien, hein. Monique, j'ai de la chance de pouvoir encore gérer. Nous dit Vidal, on va en parler. Et Lise qui nous dit qu'il fait des contrôles réguliers. Ok. Alors vous avez vu, hein, vraiment prendre soin de sa santé, la prise en main individuelle reste assez importante. Et du coup, alors Françoise qui nous dit, j'aimerais retrouver les connaissances d'autrefois, soins par les plantes, etc. D'accord. Après, vous pouvez très bien faire des recherches. Alors évidemment, Internet, c'est une grande source de savoir, de connaissances. Mais évidemment, quand on fait des recherches sur Internet, il y a des informations qui sont à prendre ou à laisser. Mais vous pouvez très bien utiliser Internet pour pouvoir retrouver toutes ces anciennes connaissances, hein, par les soins des plantes et tout ça. Du coup, pour prendre soin de sa santé, c'est également se pencher sur son hygiène de vie, sur son alimentation et par exemple avoir une activité physique. Le numérique permet aussi de prendre soin de notre santé parce que grâce à Internet, on peut dorénavant accéder à des connaissances autrefois réservées aux seuls médecins. On peut trouver des conseils pratiques en ligne pour adopter par exemple une alimentation équilibrée ou suivre un régime adapté. Et on peut même suivre des cours de sport en ligne, gratuits ou payants. Le numérique peut être une vraie ressource pour prendre soin de soi et de sa santé. Le tout est, comme j'ai pu le dire vite fait, c'est de savoir rechercher l'information. C'est après de se tourner vers des sites de ressources fiables, par exemple l'assurance maladie, l'assurance retraite, santé.fr, de faire également appel à sa logique et à son esprit critique face à une information ou un conseil lu sur un site internet quelconque, et de garder en tête que pour toute problématique santé, c'est plutôt vers vraiment un praticien qu'il faut se tourner. Évidemment, faire des recherches sur internet, ça peut nous aider à nous aiguiller sur ce qu'on a ou sur ce qu'on peut faire. Mais si vraiment, on veut, prendre un médicament ou être sûr de ce qu'on a, se tourner vers un praticien, c'est la meilleure chose à faire. Ah oui, Nicole, alors il y a des stages de botanique pour se soigner. Super, c'est intéressant ça. Mais Françoise après qui nous dit: «Il n'y a plus d'herboristes formés en France. Leur diplôme était comme celui des pharmaciens». Et oui, qui est interdit par le gouvernement de Vichy d'ailleurs. Ah oui, ça malheureusement, oui. Du coup, on a sur Internet, tout le monde donc peut facilement publier et partager des informations d'ordre médical pour partager son expérience sur le plan de la santé ou même face à une maladie. Mais Internet n'est pas toujours une mine d'or. On peut y trouver beaucoup de fausses informations. Internet peut donc être un moyen pour mieux comprendre une maladie ou les explications données par son médecin pour améliorer son hygiène de vie, mais pas pour faire un autodiagnostic. Ça, il faut faire très attention. Il y a plein de sites où on dit directement ah j'ai mal à la tête ou alors ah j'ai un bouton un peu bizarre et ça nous parle de choses affreusement terrifiantes et au final c'est juste un bouton, au final c'est juste un petit mal de tête passager.
il faut pas, forcément trop s'y fier. Internet également regorge de sites internet de vente de produits de bien-être et de santé. Produits minceurs, compléments alimentaires. Et là également, il faut être très vigilant et se tourner vers son médecin pour tout conseil. S'il y a un médicament ou un complément alimentaire ou autre qui vous semble intéressant, mais que vous n'êtes pas sûr qu'il soit bon pour vous, eh bien, vous pouvez demander avis à votre médecin. Si vous devez également acheter des produits de santé ou des médicaments en ligne, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Ordre national des pharmaciens qui regroupe la liste par région des sites autorisés à vendre des médicaments en ligne. Alors c'est ordre, alors je vais peut-être essayer de vous le noter sur le chat, ordre.pharmacie. Ah, pharmacien en plus. Si je me trompe dans le mot, ça va pas le faire. Ok. Donc c'est ordre.pharmacien.fr. Et donc comme je disais dans ce site-là, donc c'est le site de l'Ordre national des pharmaciens qui regroupe la liste par région des sites autorisés à vendre des médicaments en ligne. Donc vous pouvez retrouver ce genre d'informations là-dessus. Après, on a le site pour bien vieillir. Est-ce que ce site vous parle ou pas? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous êtes déjà allé dessus? Ou pas du tout? Donc là aussi, de toute manière, je vais vous faire un partage d'écran hein, pour voir à peu près comment ça se présente. Pas entendu parler. D'accord, oui. Ok. Alors, on va voir ça ensemble. Hop là. Petit partage d'écran. Hop. Alors, j'espère que là, tout le monde voit. Désolée, hein, c'est certaines personnes en écran noir. C'est peut-être juste la plateforme qui bug. Mais en tout cas, voilà le site. Donc, c'est pour bien vieillir. Et on peut aussi, du coup, trouver de l'information, des conseils, des ateliers sur les sites de l'assurance retraite ou des complémentaires santé. Et sur le site pour bien vieillir de l'assurance retraite, par exemple, vous pouvez trouver par catégorie plein d'informations, des conseils pratiques pour préserver son équilibre au quotidien, être bien dans son corps, penser au bien-être dans son assiette. Vous avez la possibilité d'avoir des ateliers à distanciel aussi, qui sont gratuits bien souvent, dans des domaines variés comme gérer son stress, obtenir une aide pour un déménagement, etc. Donc là, vous avez vu, vous avez différentes catégories. Donc, comme je disais, bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien avec les autres, bien chez soi, bien avec mon équilibre, bien avec ma caisse de retraite. Et si, par exemple, un de ces thèmes, de ces catégories vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus. Et en cliquant dessus, vous allez avoir un menu déroulant. On appelle ça un petit menu déroulant. Et vous allez avoir encore différentes thématiques. Si vous voulez apprendre à être mieux dans le corps et dans la tête, eh ben, vous allez être dans le corps et la tête. Vous allez cliquer dessus et vous allez avoir différentes informations sur comment on peut être bien dans sa tête, etc. Là, vous avez vu, vous avez trouvé un atelier. Donc là, vous avez ce bouton ici qui permet de trouver un atelier. Et si vous remontez, vous avez aussi ce bouton qui est ici, qui est le même, qui vous permet de trouver des ateliers autour de chez vous. On va cliquer dessus. Et normalement, vous allez pouvoir en fait mettre votre ville, votre département, et il va pouvoir vous trouver des ateliers soit en présentiel, soit en distanciel, pour vous aider à être bien avec vous-même. Alors là, depuis quelques mois, le site pour bien vieillir a souvent des petits bugs. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, normalement, on aurait dû avoir sûrement une carte de France où on aurait pu choisir son département. Là, comme vous voyez, il y a quelques secondes où il y a marqué chargement en cours, veuillez patienter. Ça, malheureusement, on n'y peut rien.
c'est le site, qui fait des siennes. C'est le site qui veut pas bien faire son travail. Nous, on n'y peut rien, c'est pas votre ordinateur. Ça malheureusement, ça peut arriver. Du coup, quand c'est comme ça, ou soit vous allez chercher un autre site, soit directement dans ce site, vous avez directement enfin, vous pouvez quand même avoir des articles qui vous aident. À côté de ce site, on a le site, alors on a le site Happy Visio. Normalement, je vais vous en parler, un peu plus tard. Alors, bon, j'ai pas de compte sur Happy Visio, mais sur Happy Visio, donc ça s'écrit H-A-2-P-Y, pour Happy qui est joie en anglais, et Visio. Et en fait, sur Happy Visio, vous allez pouvoir retrouver des visioconférences, comme là par exemple, on peut dans ce style-là, pour vous apprendre, sur différents thèmes. Alors, pour pouvoir accéder, hein, il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Et après, vous allez avoir accès aux différents, au catalogue qui pourrait vous intéresser. Hop, donc là, j'arrête le partage et j'essaie de revenir vers vous. Hop, c'est bon. Il y a toujours un petit écran noir pour Véronique. Mince. Hop. Alors, du coup, comme je disais, le site Happy Visio, on va trouver du coup des webinaires pour pratiquer depuis chez soi des activités physiques ou non, telles par exemple le yoga du rire, je ne sais pas si ça vous parle, où en gros là on apprend à rire. Oui, on apprend à rire, quoi. Du coup, ça met très en joie. C'est très marrant à regarder et à faire. On va pouvoir faire du tai chi, du pilates, et c'est totalement gratuit. Et vous pouvez vous inscrire aux ateliers qui vous plaisent en allant du coup sur ce site Happy Visio. On a du coup donc voilà, Happy Visio, et on a le site Vidal que l'une de vous normalement avait parlé. Le site Vidal, c'est le fameux dictionnaire rouge et référence en France pour beaucoup de médecins. Et donc le site vidal.fr est le site de référence des produits de santé, médicaments, parapharmacie, et de l'information médicale à destination des professionnels de santé, mais aussi de l'information santé. Vous allez retrouver les fiches de médicaments disponibles en France. Très pratique quand on a perdu sa notice ou son ordonnance, ou quand, parce que les ordonnances, c'est des grands papiers. Après, le médicament, on n'arrive plus à le rentrer dans la boîte. Du coup, généralement, on jette ça. Et là, vous allez pouvoir retrouver tout ça là-dessus. Vous allez pouvoir également trouver différents produits de parapharmacie et des dispositifs médicaux, par exemple des pansements au lecteur de glycémie. Vous allez pouvoir trouver des informations sur les maladies les plus courantes permettant aux patients de mieux comprendre leur maladie et faciliter l'échange avec leur médecin, ainsi que des conseils au quotidien sur la santé en voyage, l'équilibre alimentaire, etc. Ah, Monique qui nous dit je suis le yoga du rire, c'est super. Mais oui, génial ça. Et après, on a aussi la médecine douce. Niveau médecine douce, par exemple, on a l'homéopathie, la sophrologie, l'aromathérapie, si j'ai bien dit, aromathérapie, oui. On retrouve là encore plusieurs sites internet dédiés à ces sujets. Et là encore, il faut être vigilant, prendre avec précaution ce qui peut nous être suggéré, tout en gardant en tête que les médecines douces ne peuvent se substituer à un diagnostic médical ou un traitement médical. Là, normalement, vous avez le nom d'un site, c'est homéophyto.com. Donc, c'est un exemple de site par rapport à la médecine douce. Et il existe aussi des sites web dédiés au domaine de la santé. On peut notamment retrouver sur le web presque tous les magazines de santé comme La Santé Magazine ou Top Santé. On peut faire une recherche pour trouver si on le souhaite, si on le souhaite. Le gouvernement a aussi mis à notre disposition le site santé.fr et là-dessus, on y trouve de l'information fiable et utile pour notre santé. Alors, on a parlé d'alimentation, de médicaments.
de parapharmacie, etc. Hop, je reviens. On le sait, pratiquer une activité physique est une clé du bien vieillir et permet d'entretenir sa santé physique, mais également mentale. Vous connaissez peut-être l'expression hein, s'oxygéner le cerveau. En fait, sur Internet, vous pouvez vraiment trouver plusieurs cours ou même tutoriels en ligne, gratuits ou payants, qui peuvent vous permettre de pratiquer une activité physique comme le yoga ou même le tai chi. Et sur YouTube, vous allez trouver des millions de vidéos d'exercices physiques et vous allez forcément trouver votre bonheur. Hein. Vous pouvez taper par exemple exercice de yoga débutant ou exercice sport débutant si vraiment vous voulez y aller doucement. Hein. Vous allez trouver forcément, vous allez trouver des vidéos en anglais, mais également aussi des vidéos en français qui vous permettent de bien suivre les mouvements, de bien comprendre comment il faut faire. Et sans vous déplacer et gratuitement, vous pouvez adopter du coup une routine de pratique physique chez vous, suivant votre besoin et à votre rythme, évidemment. Voilà pour cette webconférence. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des cours de danse, mais oui! Vraiment, sur YouTube, vous pouvez trouver tout un tas de petits cours, de tutoriels, de tutos, comme on dit, pour vous aider à être bien dans votre corps. Des yogas, du sport, de la danse, pourquoi pas. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites vos recherches. Comme on a pu le dire, faites aussi attention à ce que vous trouvez. Hein. Prenez un peu, si vraiment vous trouvez ça bizarre, ou soit vous faites d'autres recherches, ou soit vous demandez directement à votre médecin. Mais Internet, ça peut être vraiment très utile pour améliorer la santé. Du coup, j'ai actuellement une tendinite du poignet et tu trouvais sur YouTube des vidéos d'un kiné qui donne des mouvements à faire pour soulager la tendinite. Mais vraiment, c'est parfait ça. C'est génial. Alors, pas la tendinite évidemment, hein, mais d'avoir pu trouver des vidéos, des exercices qui permettent de soulager la tendinite. Ça, c'est génial. Et en plus, c'est totalement gratuit. Et on peut le faire tranquillement, de chez soi, en regardant la télé. Et voilà, quoi. C'est vraiment génial. Et oui, ça peut arriver à tout le monde. C'est ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va vous mettre les petits sondages. Hop. On va vous les publier. Hop. Donc, normalement, hein, à côté de... Juste en bas, en fait, à côté de chat, donc C-H-A, comme chat, vous avez le mot sondage. Et normalement, à côté du sondage, vous allez avoir une espèce de petit rond rouge. Et ça, ce qui vous dit, en fait, qu'il y a des sondages qui ont été mis en ligne. Donc, cliquez dessus et vous allez pouvoir répondre à ces différentes petites questions. Hop. Encore la dernière. Et c'est bon, normalement, tout est en ligne. Donc, répondez-y, oui, non, et vous cliquez sur soumettre le vote. Et si jamais vous n'avez pas de questions, on va pouvoir s'arrêter ici en espérant que ça a été agréable pour vous, que vous avez pu apprendre des choses. En tout cas, pour ma part, ça a été agréable. J'ai apprécié passer ce petit moment avec vous en espérant vous voir la semaine prochaine pour une nouvelle webconférence. Et je vous dis une très bonne semaine, une bonne fin de journée et peut-être à bientôt. Au revoir. Je vois que ça écrit. On ne sait jamais. Voilà. Merci, au revoir.